je vois que tout le monde a pu prendre le temps d'arriver et de commencer à se sustenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Omen Fondora, votre hôte, et c'est un honneur pour moi de vous accueillir dans le manoir de la Arkham GCE-TV pour ce gala de bienfaisance recherche ésotérique organisé par notre loge. Je voulais commencer ce discours d'introduction par rendre hommage à l'un de nos généreux bienfaiteurs, Preston Fairmont. Allez, montre-toi Preston, ne sois pas timide. Alors Preston, et je vous le dis en tant qu'homme, en tant que propriétaire de la plus grande usine de sacs à dos du pays, Preston est un être particulier. Vous le connaissez peut-être comme étant l'héritier de la famille Fairmont, mais c'est une personne qui a des statistiques, des capacités, une carte signature assez remarquable. Et je voulais rendre hommage à Preston et à tout ce qu'il a donné à notre fondation, à notre loge, et notamment toutes les cartes qu'il a pu apporter. Des cartes qui vont parfaitement. Des cartes aussi un petit peu plus, farfelues. Sans vous faire languir davantage, je vous invite à lever votre verre en l'honneur de Preston et à lui faire une acclamation. Preston Fairmont est l'investigateur truand du cycle Le Cercle Brisé. C'est un millionnaire qui a les traits mondains et crépuscule d'argent. Et ce qu'on peut dire, quand on le voit à première vue, Preston, c'est qu'il a vraiment une statline dégradée. Alors, on avait avec Calvin de la civilisation oubliée aussi une statline dégradée et même une statline à 0. Mais sur la carte de Calvin, on avait la recette pour restaurer sa statline. Là, pour Preston, c'est un partout et débrouillez-vous avec ça. Niveau vie et santé mentale, c'est l'équilibre parfait, on est à 7 partout. Au niveau de ses règles de construction de deck, Preston répond à un schéma de biclassement dit traditionnel avec la classe survivant. C'est-à-dire qu'il va intégrer des cartes de niveau 0 à 5 de la classe truand, des cartes de niveau 0 à 5 de la classe neutre et des cartes de niveau 0 à 2 de la classe survivant. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que aussi bien sa statline que ses règles de biclassement ne définissent pas en fait une spécialité quelconque. C'est un investigateur qui potentiellement a vocation à être polyvalent. Ce qu'on peut dire également, c'est que Preston, il a une restriction de deck qui l'empêche d'intégrer des cartes illicites. Et cette restriction de deck, elle va peser sur le deck building de Preston, puisque la plupart des modules de rôle truand, toutes les armes, à part le vieux fusil qui est biclassé gardien, ou les outils de crochetage et d'autres choses qui vont sortir avec le prochain cycle, ont ce fameux trait illicite. Et donc Preston ne veut pas pouvoir se reposer sur les modules de rôle de sa classe pour enquêter ou combattre. Alors, la capacité signature de Preston, on va plutôt parler d'une limite signature, comme Lola Hayes, c'est-à-dire que c'est une capacité qui va limiter l'investigateur. Et en l'occurrence, pour Preston, c'est une capacité qui va le limiter en termes de gain de ressources, puisque les ressources qu'il gagne par des effets de cartes, donc pas la ressource qu'il gagne dans le cadre de la phase d'entretien, ces ressources-là vont être placées sur une autre carte que sa réserve de ressources, elles vont être placées sur une carte qui s'appelle l'héritage familial. Alors, donc c'est une capacité, je l'ai dit, qui limite la progression en ressources de Preston et qui, on va dire, par conséquent, rend Preston pas forcément le mieux placé pour jouer le fameux soutien relation influente qui est apparu avec le même cycle, le cercle brisé. Alors on en vient à sa carte signature, ce fameux héritage familial, c'est un permanent qui a le trait avantage et l'héritage familial, en premier lieu, il a une capacité action qui nous permet de déplacer les ressources dessus vers la réserve de ressources de Preston et il a une capacité forcée. Au début du tour de Preston, on place 4 ressources dessus. Ces ressources peuvent être dépensées comme si elles étaient
depuis la réserve de ressources de Preston, et puis à la fin du tour de Preston, on défausse toutes les ressources restantes dessus. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que ça donne à Preston accès à un nombre très important de ressources, mais un nombre très important de ressources temporaires à usage rapide. C'est pas des ressources qu'on va pouvoir accumuler, c'est des ressources qu'on va pouvoir mobiliser tout au long de son tour assez rapidement. Ce qu'on peut dire également, c'est que le gain de ressources de Preston va être conditionné à la dépense d'action. Si on veut augmenter le nombre de ressources dans la réserve de ressources de Preston, on doit dépenser des actions. C'est pas trop un problème en truand, mais malgré tout, à l'échelle d'une partie, si on peut pas utiliser ces ressources pendant son tour parce qu'on les a transférées vers sa réserve de ressources et qu'on doit en plus dépenser des actions, ça peut nous pénaliser, nous paralyser à l'échelle d'un ou plusieurs rounds. Alors, j'en viens donc à la faiblesse signature de Preston, qui sont les dettes envers la loge. Donc c'est un événement qui a le trait pacte et qui coûte la coquette somme de 10 ressources. Si les dettes envers la loge sont dans la main de Preston à la fin de la partie, Preston prend un traumatisme mental. Alors, c'est donc une faiblesse signature qui est potentiellement traumatisante, comme celle de Roland, comme celle de Jenny, comme celle d'Akashi. Voilà, c'est une faiblesse signature qui va nous demander d'effectuer une tâche au cours de la partie, et si on ne l'effectue pas, on prend un traumatisme mental. C'est pas une faiblesse signature qui va pénaliser le cours du jeu et, on va dire, renverser le cours de la partie. Alors, l'avantage, entre guillemets, des dettes envers la loge par rapport aux autres faiblesses traumatisantes que j'ai citées précédemment, c'est que c'est une faiblesse qui peut se gérer au long cours. Quand on la voit en premier lieu, ça peut être une faiblesse qui peut faire peur parce que 10 ressources, c'est en fait ce que Preston peut générer en 2 rounds. Donc potentiellement, ça paralyse Preston sur 2 rounds parce que c'est pas avec sa statline qu'il va pouvoir enquêter, trouver des indices, échapper aux ennemis ou combattre. C'est plutôt avec ses ressources, et donc si on le fait accumuler des ressources, c'est autant d'actions utiles à la partie qu'il ne pourra pas faire. Mais Dette envers la loge a un très beau contre qui est apparu avec le même cycle que Preston. Ça tombe bien. Ce contre, c'est investissement. C'est un soutien qui coûte 1 et qui a le trait relation et qui a une icône d'intelligence accessoirement. Donc investissement, on le met en jeu. On peut l'incliner en rapide pour placer une provision dessus. Et pour une action, on peut défausser toutes les provisions sur investissement et puis les déplacer vers notre réserve de ressources en tant que ressources. Alors les ressources ne sont pas gagnées, elles sont déplacées et donc elles vont dans la réserve de ressources et pas sur l'héritage familial. Investissement, je ne l'ai pas dit, est limité à 10 provisions au maximum. Bon, ça c'est accessoire. Alors voilà, le gros avantage, c'est qu'avec investissement, on va pouvoir gérer dette envers la loge tout au long de la partie. Si on a un investissement en début de jeu, on va pouvoir le poser en début de jeu et puis le garnir tout au long. Et puis si on pioche en fin de partie les dettes envers la loge, on saura quoi faire, on aura 2 actions à dépenser pour les gérer. Le signe des anciens de Preston, il dit plus 0, vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour réussir automatiquement. C'est l'un des signes des anciens les plus mauvais du jeu. Bon, il y en a d'autres, mais celui-là, il ne bonifie même pas la valeur de compétence de Preston. Et puis, bon, voilà, moi il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'échouer avec un signe des anciens avec Preston, ce qui, avec d'autres investigateurs, est beaucoup plus rare. Voilà pour la présentation de l'investigateur. On va maintenant passer aux cartes qui vont bien. Et on va examiner un premier pool de cartes qui permettent à Preston de se payer une statline comme il se doit, de corriger sa statline avec ses ressources,
Et on va commencer par une première carte qui est un grand classique en truand. C'est un peu, bon, j'ai tendance à commencer mes vidéos avec des cartes un peu tarte à la crème, mais je pense que c'est bien aussi de poser un peu les bases de ce qui va bien chez un investigateur. C'est Débrouillard. Alors Débrouillard, il fait partie des fameux talents qui sont apparus avec l'héritage de Dunwich. Débrouillard, c'est un permanent qui coûte 3 XP, qui a été sujet à un tabou et qui maintenant coûte 6 si on joue en tabou. En rapide, pour 2 ressources, on peut bonifier soit son intelligence, soit son agilité. Donc ce qu'on peut dire sur Débrouillard, c'est que c'est un moyen de porter Preston à 4 dans l'une ou l'autre des statistiques sur 2 tests. C'est très avantageux. En fait, c'est ce qui va permettre de corriger totalement sa statline dégradée et voilà, de pouvoir avoir de quoi enquêter ou de quoi gérer les ennemis. L'avantage de Débrouillard, et ça Black Ink l'a dit dans une précédente vidéo, je crois, sur Sefina, c'est qu'il est très polyvalent, il permet à l'investigateur de gérer sur les 2 tableaux les ennemis, alors pas par la force, mais l'évasion c'est pas mal, et puis les indices. Mais là où Débrouillard va être très bon chez Preston, c'est que comme il a des ressources temporaires, son utilisation ne va pas gréver Preston dans la réalisation d'autres choses. De toute façon, voilà, on fait pas des tests quand on se paye des ressources, quand on paye des événements. Souvent, c'est pour avoir des effets. Surtout que Preston a accès à un pool d'événements pay to get, donc ces événements qui nous permettent d'acheter des indices, d'acheter des esquives automatiques ou des dégâts. On a Lola Santiago, Delilah O'Rourke. Donc tout ça a été fourni avec le cercle brisé ou la civilisation oubliée. C'est très classique. Je vais pas trop d'ailleurs en parler dans la vidéo, mais voilà, Preston peut utiliser, abuser de Débrouillard puisque ses ressources sont temporaires et que du coup ça ne grèvera pas son économie potentiellement. Il n'aura pas à choisir entre se booster et potentiellement poser un soutien cher par la suite. Alors les inconvénients de Débrouillard, ceci dit, c'est que au regard du fait que Preston gagne 4 ressources sur l'héritage familial plus une ressource en caisse, ça va le booster potentiellement sur 2 tests lors de son tour. Donc ça va nécessiter éventuellement pour Preston de concentrer ses tests de compétences, de les limiter à 2 et pas à 3. Et puis l'autre désavantage, c'est évidemment son coût en XP. 6 XP, c'est très important. En fait, ça nécessite, si c'est notre premier achat en XP, de faire sur le premier scénario au moins 6 XP au risque de différer sa dépense d'XP au scénario suivant. Voilà pour Débrouillard. On va passer à une autre carte qui, elle aussi, est un grand classique, mais qu'on n'aurait pas de prime abord vu chez Preston en regardant l'investigateur au regard de son fluff. Cette carte, elle est aussi apparue avec l'héritage de Dunwich, c'est Cacher son jeu. Alors, Cacher son jeu, c'est un soutien qui coûte 3, qui a le trait état, et cacher son jeu tant qu'il a une capacité qui nous permet de ne pas gagner de ressources lors de la phase d'entretien. Bon, personnellement, moi j'ai un peu du mal, enfin souvent comme j'aime bien les ressources, j'ai du mal à envisager ça. Et puis surtout, il a une capacité qui bonifie chacune des compétences si on n'a pas de ressources dans sa réserve de ressources. Et là, en fait, on va jouer sur la limite signature de Preston et on va retourner la limite signature de Preston contre lui. C'est-à-dire que comme il va avoir des ressources à foison sur l'héritage familial, mais une économie plus laborieuse dans sa réserve de ressources, autant tirer parti de cette limite pour booster sa valeur de compétence et surtout avoir accès à des modules de rôle très efficaces. Alors on a bien sûr la hache d'incendie
qui est un objet qui a le trait arme et corps à corps. La hache d'incendie, c'est un grand classique qui est apparu aussi avec le cycle de Dunwich et qui, en rapide, pour une ressource, nous booste de 2 en force, et si on n'a pas de ressources dans notre réserve de ressources, l'attaque fait plus 1 dégât. Alors voilà, l'âge d'incendie, cacher son jeu, c'est un gameplay qui, en survivant, a suscité à sa sortie beaucoup d'enthousiasme parce que c'est très efficace, et puis par la suite autant de critiques que d'enthousiasme parce que on s'est beaucoup rendu compte que même si le gameplay avec cacher son jeu était très efficace, cacher son jeu a tendance à normer le deck building parce qu'on ne peut pas jouer d'événements, on ne peut pas se payer des choses parce qu'on n'a jamais les ressources pour financer son deck, et donc on arrive à des decks qui sont très linéaires, très plats, avec une dynamique qui est toujours la même de je paye ma ressource pour me booster, j'ai des cartes de compétences, et voilà, et des choses qui sont pas très riches sur le plan tactique. Avec Preston, en fait, la dynamique de l'héritage familial va lui permettre de dépenser ses ressources, de tirer bénéfice de cacher son jeu et de la hache d'incendie, tout en n'ayant pas les inconvénients du deck cacher son jeu, c'est-à-dire la monotonie et l'impossibilité de faire autre chose que de cacher son jeu, en l'occurrence. Alors on va parler également bien sûr de la boussole de marin. La boussole de marin, donc c'est un objet qui coûte 3 à jouer, qui a le trait outil qui est apparu avec le cycle La Conspiration d'Innsmouth. C'est une carte qui est peu jouée parce que elle est assez antinomique avec le gameplay caché son jeu. C'est un outil qui est cher. Elle a une capacité rapide qui permet de se booster pour une ressource de 1 en intelligence. Ça aussi c'est problématique. Les survivants ont pour, sauf exception, pas beaucoup d'intelligence, et donc la boussole de marin va pas suffisamment booster. Donc c'est un soutien qui est pas très utilisé, qui a une capacité très forte. On peut l'incliner et on enquête, et si on n'a pas de ressources en caisse, on découvre plus un indice. Donc c'est le seul soutien qui permet de découvrir des indices 2 par 2 sans avoir de limitation d'utilisation, c'est-à-dire en dehors de son inclinaison, c'est-à-dire de charges, de provisions, de secrets. Voilà. Donc c'est un soutien qui est très fort pour l'enquête et que Preston va pouvoir rentabiliser avec des brouillards. Et puis on peut totalement optimiser l'utilisation de cacher son jeu avec Flambeur. Flambeur, c'est un talent qui coûte 2, qui est apparu avec la civilisation oubliée, qui coûte 2 points d'expérience, et Flambeur, on peut l'incliner, dépenser 3 ressources pour gagner plus 2 à notre valeur de compétence, et en cas de réussite, on récupère nos 3 ressources. Donc avec Flambeur, on va pouvoir, sur notre première action, par exemple avec la hache d'incendie, dépenser les 3 ressources, plus 2 ressources pour porter sa statline à 6, 8 même, et puis on récupère les 3 ressources sur l'héritage familial qu'on va pouvoir remobiliser par la suite sur des prochains tests. Donc voilà pour ce module cacher son jeu. On va passer à la prochaine carte, qui est une carte qui est une arme très efficace chez Preston, qui est en total décalage d'un point de vue fluffique avec lui, mais qui marche très bien chez lui. Cette arme, c'est l'arc décoré. Donc l'arc décoré, c'est une carte qui a fait l'objet d'une vidéo à proprement parler, donc je ne vais pas beaucoup développer autour de comment utiliser l'arc décoré. Je vous invite à consulter le connaissance interdite qui lui est consacré, mais ce qu'on avait dit dans cette vidéo, en gros, c'est que pour corriger les limites de l'arc décoré, qui sont le coût en action et les potentielles attaques d'opportunité, il y avait 3 cartes qui étaient très utiles: hâte, dissimulation et le monte en l'air. Et quand on regarde toutes ces cartes, on s'aperçoit que le stuff autour de l'arc décoré est quand même très cher à financer. Et Preston, avec sa capacité de génération de ressources temporaires, va pouvoir plus facilement
plus aisément financer l'ensemble du stuff qui gravite autour de l'arc décoré et qui permettent d'en faire une arme efficace, notamment sur les cycles où on a des ennemis qui ont un nombre de points de vie impair. Ce qu'on avait dit aussi dans cette vidéo, c'est que la grosse problématique de l'arc décoré, c'était la progression en XP, parce que c'est la seule arme qui fonctionne à l'agilité et qu'il n'y a pas à 0 XP d'équivalent, donc on ne peut pas construire un deck 0 XP qui va fonctionner sur le combat à l'agilité et puis basculer un moment sur l'arc décoré. On est obligé de faire un plan de progression en XP, et ça peut être complexe chez les autres investigateurs. Chez Preston, il n'y a aucun souci, on peut commencer sa campagne à l'âge d'incendie et puis tout basculer sur l'agilité. Le fait d'avoir un partout dans sa statline, ça lui offre une modularité et une capacité à d'un coup passer du combat à la force au combat à l'agilité. L'avantage de l'arc décoré et ce qui en fait une arme efficace pour Preston, c'est que c'est une arme qui concentre les tests de compétences. Et on l'a vu, avec des brouillards, Preston va avoir ce besoin de concentrer les tests de compétences pour utiliser et optimiser au mieux les ressources qui sont sur l'héritage familial. Et puis, ce qu'on peut dire aussi sur l'arc décoré, c'est que le biclassement avec la classe survivant est un gros avantage pour Preston parce qu'il va pouvoir intégrer des cartes survivantes et on a quelques cartes survivantes qui boostent l'agilité, et notamment on a ces fameuses chaussures de course qui sont extrêmement sympas chez Preston, puisque elles vont lui offrir aussi une grande mobilité. On va avoir un Preston qui va avoir, une fois qu'il sera en place, une statline de base avec tous les boosts d'agilité qui va être de 3, qui sera bonifiable à 6, plus les 2 de bonus de l'arc décoré, ça nous fait du 8 en combat, et puis occasionnellement on va pouvoir bénéficier aussi de la mobilité offerte par les chaussures de course. Voilà, vous allez me dire, Finn aussi peut le faire, mais voilà, Finn va avoir ce souci jusqu'à temps qu'il ait pu intégrer l'arc et toute la panoplie autour, de la progression en XP et de comment faire pour réussir à garantir ses premiers scénarios sans cette arme qui fonctionne à l'agilité. Voilà pour l'arc décoré. On va passer à un autre module qui est un module qui consiste à pirater sa valeur de compétence, à passer sa valeur de compétence de 1 à une autre valeur, et en l'occurrence avec l'ensemble des cartes que je vais vous présenter à 5. Donc là-dessus, on n'est plus sur le fait de se payer une statline, on est sur le fait de porter l'une de nos statistiques à une valeur en particulier. Et on va commencer par une carte qui est un événement et qui est un grand classique chez Preston. Cette carte, c'est l'épreuve du feu. Alors l'épreuve du feu, c'est un événement qui coûte 3, qui a le trait esprit, qui est apparu avec le cercle brisé et qui a une icône libre. Et cet événement, il se joue en rapide lors de notre tour, et il nous permet de porter l'une de nos valeurs de base sur l'une de nos compétences à 5. Donc c'est un événement qui coûte 3. 3, c'est un coût qui est très élevé en survivant. On n'est pas sur une classe qui peut générer des ressources. Pour Preston, son financement ne pose absolument aucun problème. Et pour Preston, l'épreuve du feu va vraiment être un moyen de répondre à la nécessité de concentrer le nombre de tests à faire. On a vu avec des brouillards qu'on pouvait se booster convenablement sur 2 tests. Si jamais on a besoin d'en faire 3, on va pouvoir jouer l'épreuve du feu. Ça va être, on va dire, notre tour de gloire, où on aura une statline qui, soit en force, soit en intelligence, soit en agilité, pourquoi pas en volonté, va être portée à 5. Alors, on va passer à une autre carte qui, elle aussi, est très utile pour pirater la valeur de compétence de Preston.
Le tout étant de répondre, on l'a dit précédemment, à la nécessité de concentrer les tests et de pouvoir assurer ce troisième test. Cette carte, c'est un allié qui est arrivé avec le cycle Les Contrées des Rêves, c'est Miss Doyle. Alors, Miss Doyle, c'est un allié qui coûte 3 et 1 point d'XP, qui a le trait créature et contrée des rêves. Et Miss Doyle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle arrive en jeu, elle convoque une myriade de 3 petites chattes, regardez comme elles sont toutes mignonnes, à sa disposition. Donc on a Zèle, Espoir et Augure qui fonctionnent toutes sur le même design. Donc Zèle, ça va être le combat, Espoir, ça va être l'esquive, et Augure, ça va être l'enquête. Alors ces 3 minettes, elles fonctionnent toutes les 3 sur le même design. On peut soit les incliner, soit les défausser pour combattre, échapper à ou enquêter avec une valeur de compétence de base de 5. Si on les a défaussés, le test réussit automatiquement. Ensuite, on peut mettre en jeu depuis notre défausse une autre chatte et remélanger celle qu'on avait en jeu dans notre deck. Donc c'est une myriade de 3 minettes qui sont très puissantes, mais qui nécessitent malgré tout d'avoir une dynamique de deck, parce que pour être opérant, l'idéal c'est d'assurer des réussites automatiques, et puis du coup l'idéal c'est de les avoir en défausse. Alors on n'est pas sur le design des événements improvisés qui n'ont pas d'icône, là là, chacune a des icônes, et d'ailleurs des icônes qui sont parfaitement complémentaires avec ce que la carte fait, c'est-à-dire Augure va avoir des icônes de force et d'agilité, enfin voilà, vous l'avez compris. Mais donc on va avoir besoin d'un deck dont la dynamique porte certaines de nos cartes en défausse, ou à tout le moins on va avoir besoin d'un deck suffisamment dynamique pour pouvoir retirer comment dire, les cartes et pouvoir les placer le plus rapidement possible en défausse. Alors, Miss Doyle, c'est une carte qui est très bien chez Patrice parce que son deck répond, enfin sa capacité signature répond parfaitement à cette contrainte. Chez Preston, ça peut être pas mal parce qu'on est dans la classe de l'étui à cigarette porte-bonheur XP, et donc quand on défausse l'une des minettes, on déclenche une réussite automatique avec une valeur de compétence de base de 5. Ça signifie que la difficulté du test est à 0 et notre valeur de compétence est à 5. On réussit de 5, on incline l'étui et on peut aller chercher parmi les 5 cartes du dessus de notre deck, soit pour retrouver une minette et puis la replacer en pile de défausse à l'occasion d'un test, pour soutenir un copain, ou même en la jouant en rapide, ce qui défausse celle qui est déjà en jeu, soit on va tout simplement vider progressivement son deck et puis avoir le deck le plus court possible pour pouvoir les retirer le plus rapidement possible. Et puis Augure, donc la version enquête, va avec le design des réussites automatiques aussi donner à Preston accès à l'archétype récup, puisque en faisant une réussite automatique à 5, il réussit avec une différence de 2, et donc du coup il peut incliner récup et rejouer des objets depuis sa défausse, jouer des vieux porte-clés de manière très récursive, ou même des pelles du fossoyeur pour gagner des indices sans test. Voilà pour Miss Doyle. La dernière carte qui fonctionne sur l'idée de pirater sa valeur de compétence, c'est une carte qui est plus récente, qui est apparue avec le cycle d'Innsmouth. C'est un objet qui est exceptionnel, c'est l'œil du djinn. Donc l'œil du djinn, il coûte 4 points d'expérience, puisque l'exceptionnel double le coût en expérience. Il coûte 2 à jouer, il a 2 icônes d'intelligence, et puis il a une capacité réaction. Quand on initie un test de compétence lors de notre tour, on peut choisir, enfin fixer sa valeur de compétence de base à 5, si on tire un pion béni, on redresse
l'œil du djinn, donc on l'avait incliné au préalable, si on tire un pion maudit, on a le droit d'effectuer une action supplémentaire durant notre tour. Alors on ne va pas s'intéresser à l'application maudite, qui n'est pas vraiment faite pour Preston, mais vous voyez où je veux en venir, l'application bénie est très intéressante pour Preston, parce que porter sa statline à 5 sur des compétences lors de son tour, et le faire plusieurs fois, c'est extrêmement avantageux. Ça permet à Preston du coup de consacrer ses ressources à autre chose que se booster. Ça peut être voilà, un gros avantage. Preston, il a une forte capacité d'introduction du béni du fait de sa statline qui est très mauvaise, du coup il va avoir des solutions qui vont être on va dire du pain béni pour lui. Bon, il y a des solutions assez classiques, en survivant on a garder la foi, qui est voilà, le must en rapide 2, 4 bénis c'est le must pour introduire du béni. Il y a le prêtre ambivalent, pourquoi pas, qui pour une ressource, un slot d'allié permet d'avoir 3 pions bénis, puis ensuite il faut se débrouiller pour le tuer rapidement parce que après il maudit le Chaos Bag. Il me semble qu'on peut le défausser, mais bon, j'ai pas la carte devant les yeux, vous voyez, je fais un petit peu de tête, donc on peut le défausser ou alors il rajoute un maudit dans le Chaos Bag. Et puis on a voilà, tout ce qui fonctionne avec le module échec. Donc on a prédestiné qui, en cas d'échec lors d'un test de compétences, va introduire 2 bénis ou enlever 2 maudits de la réserve du chaos. Et puis on a Signium Crucis, donc Signium Crucis qui coûte 2 points d'XP, qui a le trait entraîné, qu'on attribue à un test de compétences dont la valeur de base est inférieure à, dont la difficulté est inférieure à notre valeur de base, et puis on introduit du coup un nombre de pions bénis égal à la différence entre la difficulté et la valeur de base. Donc avec ces deux cartes prédestinées et Signium Crucis, Preston peut initier un test bidon, par exemple une enquête dans un lieu de valeur occulte à 4, et puis introduire 5 pions bénis dans la réserve du chaos, comme ça en une action, et puis ensuite en tirer un maximum bénéfice avec l'œil du djinn. Voilà pour l'ensemble des cartes qui vont bien. On va passer à l'Outsider. Alors l'Outsider, c'est une carte qui est apparue avec la boîte de base. C'est un événement qui coûte 5 à jouer, qui a le trait tactique, c'est Habile Diversion. Donc Habile Diversion, c'est un événement qui a une action échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. C'est un petit peu l'explosion dynamique dynamite de l'évasion. Elle est sortie avec la boîte de base, et dès lors que la collection s'est enrichie, elle a parfaitement garni nos classeurs, elle leur a fourni une bonne épaisseur en n'en sortant jamais. Pourquoi? Parce que 5 ressources en survivant pour un événement, c'est complètement excessif. Ça rend la carte totalement injouable, sauf chez Preston. Et chez Preston en particulier, et puis par ailleurs ailleurs, elle va répondre à un besoin qui est celui d'éteindre la lumière dans un lieu. On a certaines situations de jeu, je ne vais pas trop spoiler, mais voilà, pour passer la fosse à serpent, ou pour maintenir le cercle intact, on a besoin d'échapper à beaucoup d'ennemis, et parfois même à plus d'ennemis qu'on a d'action. Et donc dans ce cas-là, Habile Diversion peut être très utile. C'est une carte de niveau 0, et on n'oublie pas qu'on est dans la classe d'adaptable, donc quand on est du genre un peu à optimiser son deck en fonction des scénarios, Habile Diversion peut être un choix à intégrer dans le deck de Preston. Vous allez me dire que doublure donc la faveur de l'évasion dans sa version 4 ressources permet de faire quasiment ce que fait Habile Diversion. À partir d'une table de 2 à 3 joueurs, on peut se retrouver avec plus de 2 ennemis dans notre lieu et un besoin d'échapper à 3 ennemis. Et donc dans ce cas-là, Habile Diversion sera plus efficace. Voilà, moi je vais avoir tendance, en tout cas pour répondre à ce besoin, à préférer payer une ressource de plus
pour garantir l'ennemi supplémentaire à échapper, plutôt que de conserver doublure dans ces cas-là. Voilà pour l'Outsider. On va conclure cette vidéo d'abord en disant que Preston, de tous les investigateurs biclassés survivants, ça va être celui qui va le plus emprunter à sa classe secondaire. Et pour cause, la restriction d'accès aux cartes illicites l'oblige à aller piocher autant que faire se peut dans la classe survivant pour assurer ces modules de rôle. J'en ai pas parlé, mais évidemment Preston peut fonctionner avec le module échec, notamment sur l'enquête, et donc voilà, ça va être le plus survivant des biclassés survivants. C'est un investigateur, et en fait on l'a vu, et on l'a vu particulièrement avec le module cacher son jeu, qui peut être très bon dans l'un ou dans l'autre. C'est un investigateur qui peut être ultra polyvalent et qui peut être un très bon troisième homme qui va enquêter et combattre avec autant d'efficacité, comme ça peut être un investigateur très spécialisé qui va s'orienter soit exclusivement autour du combat avec Delilah O'Rourke, l'âge incendie ou l'arc décoré, soit exclusivement autour de l'enquête avec la boussole de marin, Regard acéré, Lola Santiago, le vieux porte-clés. Et donc voilà, il a ce paradoxe d'être à la fois potentiellement le troisième homme, ou alors le gros enquêteur, ou le gros combattant. Et ça, on a peu d'investigateurs qui peuvent jouer sur les trois tableaux. La plupart des investigateurs colorés polyvalents, Winifred, la première, va être moyenne dans tout ce qu'elle fait, très bonne pour le solo, mais va pas être capable d'aller à fond d'un côté ou à fond de l'autre. Et puis enfin, ce qu'on peut dire sur Preston, c'est qu'il va être très fragile face au mythe. Pourquoi? Parce que durant la phase du mythe, il n'aura pas de ressources pour booster sa valeur de compétence, donc il n'y aura pas de moyen de booster notamment sa volonté. Sa volonté va rester, sa valeur de volonté va rester sa principale fragilité. On est en truand, c'est cohérent, et tous les éléments qui permettent de pirater sa valeur de compétence ne fonctionnent que durant son tour. Et donc ça en fait un investigateur qui est très fragile face au mythe. Voilà pour cette vidéo sur Preston Fairmont. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, réagir sur le Discord DJCE TV ou sur le Discord français d'Horreur à Arkham. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.